Voyez dem chanter, chanter ça. Yo l'autre fois, yo l'autre jour, mais je dis à son jour spécial, ou émission spéciale. La passée, c'est une vertu, n'est-ce pas? Et je ne trop de pour me dire au commencement que le hasard n'existe pas. Et ce hasard a commencé après une émission avec la légende, l'extraordinaire Franck Etienne à Métropole. Et je reçois un appel de sponsor qui me demande d'aller le voir. Bien sûr, je n'hésite pas à visiter Franck. Je vais sortir mon à Franck. Commission Pachaï, je fait de voir. Juste comme simple citoyen, comme commanditaire, je fais travail moi. C'est ça me dépenser. Et voilà, je suis parti. Et je me tourne presque 2-3 mois après. Et peut-être 6 mois plus tard, le hasard encore n'existe pas. Je vais les Franck pour me prendre une nouvelle livre, pour comment lier. À peine 1 an et demi depuis qu'on se connaît. Et puis voilà, depuis lors, chaque samedi, chaque 2 samedis, je viens dans le cas là, je viens enregistrer, je viens filmer. Il faut que toujours que pour le raconter, pour la montrer. Quand je me sorti de nulle part, je me raconter Franck, il y a quelqu'un qui vient 2 âmes qui rencontrent, qui sont mon partenaire. Mais pendant ce temps, voilà, il faut que tu vas regarder le coin. Qui est-ce qui t'aime ça? Qui l'a tout le temps? Une seule fois, moi, un dimanche, je me saute la messe. Et puis, moi, j'ai débarqué un gros fauteuil ça. Oui, qui va ça, oui. Et puis, c'est voilà comme ça que la légende a traversé, mais la relation a continué, la mission a continué. Je dis à finalement, on a recevoir Marie-André Etienne, qui c'est, oh, mon respecté, mais en pile, qui jouait en pile tout. C'est pas vrai. Bienvenue sur nos filtres. Marie-André, à votre tour. Merci, Hugueline, pour la réception, pour les paroles que tu viens de prononcer. Merci beaucoup. Même pas jour, non? Ou te dit comme ça que nous sommes la défensive. Je te dis, à un certain âge, on n'a plus de nouveaux amis. Je te dis, ça, c'est pas faute moi. Tu comprends? J'avais des amis, pas des amis encore, tu vois. Le hasard n'existe pas. C'est vrai. Absolument. Qui est-ce qui est quand on sortit par de où? Vous sérieux? Oui, qui est-ce qui est quand on sortit par de où? Quand on sorti, ça veut dire à partir de quel moment pour me commencer à dire côté me sortir? Ne pas aller trop loin, non? Ne pas faire trop bac. On apprend à partir de la rencontre avec Franck, ok? Non, on a plus de Marie-André avant tout. Marie-André a grandi. Tu as eu un père, une mère, tu as eu des frères, tu pouvais aimer. Tu étais Marie-André d'abord. Manuel avant Marie-André Etienne, bien sûr. Bien sûr. Je n'ai pas eu de frère. Je n'ai eu qu'une sœur qui est en Californie maintenant. Et ça, Jacqueline, c'était la fille de ma maman parce que mon père biologique, que j'ai rencontré une seule fois sur son lit de mort, et puis, donc on ne te connaît. Donc le père de Jacqueline, ma sœur, était Hippolyte, donc c'est lui qui va faire mon éducation. Donc c'est lui-même qui dit qui papa, pas père biologique là, que me dit que je n'ai vu qu'une fois de ma vie, et il allait mourir 1 semaine plus tard. Et parce qu'il était un colonel de l'armée et il était dans la grandance. Donc, quand il est là, Magloire te dit, m'bo grandance là pour prison, donc il ne pouvait pas rentrer à Port. Parce qu'il était malade, mais il ne pouvait pas rentrer. Quand il était estimiste, donc le Duvalier vient monter, Duvalier comme estimiste aussi, Duvalier fait le rentrer. Donc c'est à ce moment-là, il est rentré directement à l'hôpital militaire. Et c'est là que j'étais le voir. Une seule fois, pour la première fois. Quel âge tu avais plus ou moins? Oh, peut-être 10 ans. Et tu te souviens? Oui. Ah non, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Ça, je ne peux pas dire que je me souviens de son visage, mais je me souviens de cette rencontre. Que j'ai été le voir sur son lit d'hôpital et 1 semaine plus tard, j'ai appris qu'il était mort. Et les funérailles ont eu lieu à la marine haïtienne, parce que tu as transporté le cadavre là par bateau dans la grandance. Donc c'est là que je l'ai connu, une seule fois. Donc j'ai été élevé par un beau-père, je dois dire, et qui était le père de ma jeune sœur. Donc nous étions 2 dans la maison.
Jacqueline et Marie-André. Comment tu as grandi, plus ou moins? Mon père était sévère, tu vois. J'ai grandi entre ce père sévère et ma mère qui passait tout. Ma mère, elle est née à Cuba. C'est pour ça que j'avais tenu à aller à Cuba avec Franck. Et puis pour connaître là où elle était née, là où elle avait vécu, toute petite. Et puis mon père, lui, il a été élevé par une Jamaïcaine. Donc, chez moi, j'entendais parler l'anglais, l'espagnol et le créole et le français. Maintenant, j'aimais les mélodies espagnoles parce que ma maman chantait tout le temps. Elle chantait les mélodies espagnoles que j'aimais. Je ne comprenais pas les paroles parce que c'est bien à 51 ans, je suis Lope de Vega, moi, fait 3 ans pour m'apprendre l'espagnol. Donc, je ne pas comprendre, pas de mots, mais c'est le rythme, tu vois, la musique, un tableau, une œuvre d'art, ou devant, ou remel, ou vibrer, ou remel, ou non pas remel. Donc, je remel ça, mais je n'aimais pas les Dominicaines qui étaient ici, évidemment. Et puis, donc, maintenant, au moment de faire un choix à l'école pour les langues, j'ai choisi la section B. En section B, il y avait où tu choisissais le latin et une autre langue, l'anglais ou l'espagnol. J'ai choisi l'anglais au lieu de l'espagnol. J'ai choisi l'anglais parce que j'entendais, comme je te dis, les deux langues. Et pour moi, c'était plus facile parce que ma maman, elle, c'est la musique espagnole qui l'intéressait. Elle n'était pas intéressée à nous apprendre à parler l'espagnol, contrairement à mon père, qui nous forçait à étudier l'anglais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le latin. Le hasard n'existait pas. Ouais, ils ont capé des sifflets, ils avaient parlé. Probablement. On toujours dit que le hasard n'existe pas. Hein. Il y a des gens qui disent qu'il existe. Non, tout est mystère. Ma rencontre avec Franck, ça a été un mystère. Pas rien qui t'est écrit, qui t'est dit que nous avons rencontré à Mounsa. Qui ça? Parce que je ne vais jamais aller sous Bel Air. Tu comprends? J'ai fait toutes mes études chez Roger Anglade. Et puis, il se trouve que m'a fait une dernière classe Kai Franck. Et c'est là que je l'ai rencontré, que nous nous sommes rencontrés. Mais l'homme, il a toujours pas raconté. L'homme a rien dit, c'était mauvais. C'est mon papa qui m'a emmené à l'école, qui a été m'inscrire. Même c'est mauvais, con. Vous avez aller à l'ULA? Non, pas de vrai. Tu vois, c'était pas mon monde. Je ne connaissais pas ces gens, je ne connaissais pas le Bel Air. Et puis, me quitter, me film passer toute enfance. Pas mon enfance quand même. Les classes secondaires, et à partir de la 6e, tout ça, me film passer avec tout ton groupe, toute ton équipe. Et puis, le film pour Alcounia dans un milieu inconnu, avec des gens que je ne connais pas, un quartier que je ne connais pas. Tu allais faire quoi? J'allais faire la réto. J'ai fait 2 classes en même temps. J'ai fait la réto. J'avais fait la réto. Contrairement à tout ce qu'on pensait, chez Anglade, il y a un groupe, mais non pas contre ça qui passait. Ça a été, on purge avec la réto. Par contre, ça qui passait, un paquet de mon échoué, parmi lesquels moi-même. Anglade met 2 mains en tête, Marie-André, tu es parmi l'une des plus intelligentes de la classe. Qu'est-ce qui est arrivé? Et puis, moi, pas découragé, pas qu'on me dit, pas prendre l'examen encore. Finalement, on a trouvé un mot doux Vivendi. Mon père a dit, si tu veux, tu vas refaire la réto. Il me dit, pas question. Et puis, parce que la plupart des enfants des élèves qui étaient en réto avec moi, sont partis, ont été, la plupart sont partis. Toutes les filles ont été en Belgique. Elles fait nursing en Belgique. Et puis, moi-même, je suis resté. Il me dit, je veux faire la philo et la réto en même temps. Et puis, j'ai été trouvé en Anglade. Il était toujours ma petite fille. Je lui ai dit, je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Tu vas venir, tu fais la philo. Et c'était la philo A. Nous étions 14. Et Opta Pascal Trouillot était là, dans ce groupe-là. Dans le même cas avec moi, qui pas passé dans l'école côté et tout. Je pense qu'elle était, où était l'école ça encore? Au Bois-Vernant. Fernand Prosper. Et puis elle est venue faire la réto. Il y avait 2 autres encore, des garçons qui étaient au séminaire.
qui viennent qu'à Anglade, viennent faire philo. Donc, nous fait, ça veut dire philo libre. Et puis, pendant ça, moi-même, j'allais refaire la réto chez Franck. Ou à côté destin, menem. Tout le monde, yo accepte philo libre, oui. Ça que fait réto, qui pas, yo parti. Tu étais élève de Franck. Oui. Wow. Pendant une année. L'année de la réto. Et vous êtes tombé amoureux? Non. Oh! Non. Non! Non. Non! Après. Pendant toute l'année, j'aurais dit qu'il y avait probablement une certaine attirance. Tu vois? Nous toujours à bas audience parce qu'il faut que tu aies un paquet de jeunes filles qui étaient là, derrière. Mais moi-même, je ne là-dedans. Je ne dans le groupe là. J'étais toujours dans mon coin, silencieuse. Et puis, c'est jusqu'après, je me suis quitté l'école là, en juin. C'est après nous allons remettre. Tu t'imagines? Ou t'as jamais pensé que ça a duré tout ça? Ou t'as pensé que c'était une bagarre temporaire? Oui. Ah oui. Non, parce que il manquait temporaire. Tu sais qu'après 15 jours, là, nous films parti tout de suite après, je dois te dire, après la réto, philo, etc. Je suis parti, j'étais aux États-Unis. Personne là, caméra pas te connaître idylle avec Franck. Entre-temps, qui n'aura duré que 2 ou 3 mois avant mon dit, je suis parti en janvier. Et puis, je suis parti étudier l'autre bord. Donc, nous avons eu des relations épistolaires. Et puis, je suis rentré une première fois pour des vacances. C'est là ça que Franck Pral vini là quand même, présenter officiellement. Et puis, nous sommes fiancés. Je suis reparti pour aller continuer. Deuxième vacances là, j'étais en Europe avec le groupe d'étudiants. On a visité, me dit, l'enquête me dit, pas j'en me connais. Je suis capable pour aller en Europe encore. Je saute sur l'occasion. Tout le groupe, nous va aller nous visiter. Et puis tu t'imagines, à visiter des pays $350. Hôtel, billets de voyage, tout bagaille. Visiter Rome, Paris, Madrid et Londres. Qui leur vient réaliser que à mon mariage spécial, il n'est pas un monde ordinaire? Qui ça commence à faire ouais ça? Pour commencer, après 2 mois, m'a dit 2 mois, 2 semaines, nous dit m'a divorcé, nous tous les deux. Nous d'accord pour nous divorcer parce qu'on avait des tempéraments forts. Nous dit nous pas qu'à la même savane. Dans le tribunal tout bagaille, il se trouve que devant doyen que nous allions, doyen te connaît nos 2 familles, il habitait tout près de chez moi quand j'étais jeune adolescente. Donc, il ne connaissait pas mes parents. C'est M. Fortuné, Fournier Fortuné. Il connaissait les parents de Franck aussi. Et puis, il dit, pourquoi vous voulez divorcer? Nous tous les deux répondons à l'unisson. Incompatibilité de caractère. Il regarde il dit, bouquet de bagages ça. C'est tout le temps. Mon a dit, incompatibilité de caractère. Je ne vais pas faire divorce ça. Non. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez rentrer chez vous. Essayez de raccommoder les bouts, passer 1 mois ensemble. Si, après 1 mois, vous revenez au tribunal, mais toujours avec les mêmes intentions, je ferai le divorce, mais pas maintenant. On est sorti dans le tribunal là, Franck passer en bas, là, et côté qui était Toyota ou bien une auto, on bail comme ça, et puis lâche ton machine, il fait un cadeau. À mon moment, oui, je dis, regardez 2 personnes qui vont dire, je tape Lâche ton machine pour. Lâche ton machine, fais un cadeau. Ça a été ma première voiture. Ça fait, après 15 jours, oui. Quand on est là, nous allons retourner encore pour divorcer encore après 2 mois. Nous allons retourner dans le tribunal, non? Nous partis. Parce que, tu sais ce que Franck s'amusait à faire? Il s'amusait à laisser la maison. N'importe qui sait. Mais ce que je me suis toujours reproché et que j'ai toujours demandé, recommandé à mes élèves de ne pas faire ça, d'aller se coucher sans un dialogue, sans pas éclairer son question. Faut toujours clair. Parce que là, l'homme avec tout bagage dans la tête, là, pour manger. Et mon empêche lui-même. Ou pas parler avec elle. Et puis, vous mettez dans la tête, il faut pas parler avec. Ça va exister. Faut parler avec elle. Exactement. C'est ce que nous n'avons pas su faire. Donc, chaque fois, il y a un petit bagage, et puis la maman habitait pas loin, à Delma. Il descend carrément. Il ramasse les petites valises, il descend carrément. Il a fait ça, tu sais combien de fois? 13 fois. Puis, il me rétait là, ça, pour contre moi. Dans le cas là, je ne dis pas personne, pas de amis, mais ma maman, je ne disais rien.
Je me dis, pas besoin de une forêt bouche là, fait aggraver. Je saurais quoi faire. Et puis, quand je me dis, 13e fois, je me dis, ça, c'est la dernière fois. 14e, c'est moi qui vais aller. Et pas où qui vais aller. C'est moi. Et puis, vraiment, je le connais, la vais aller, je ramassé toute bagaille. J'avais une voisine qui était à côté. Je l'ai appelée, j'ai dit, choisis ce que tu veux. Tu peux prendre. Il me fait cadeau, il me fait personnel cadeau, etc. Parce que je n'ai pas temps pour me vendre rien. Ma soeur était à Boston, elle s'est mariée, elle portait un bébé. Et puis, la temps de moi, le temps de m'a venir content. C'est moi qui ai le baptisé petite. La map là, je vais assister à ses couches. Et puis, j'ai débarrassé la maison complètement. Et puis, je suis passé, j'ai pris les clés, j'ai été chez la maman de Franck, j'ai vu une bonne, je dis, vous mettre monsieur à clé ça, moi. Et puis, m'aller. M'aller maman. Dormi avec maman. Demain matin, j'allais prendre l'avion. Maman a regardé ma papa, il était malheureux, tu vois. Ils avaient vu que c'était un mariage qui n'irait pas loin. Mais, il va te dire rien. La décision était prise. Il me dit, m'a quitté, je vais aller. Et puis, m'aller à l'aéroport, il y avait une rubrique. Il était dit, arrivée et départ. C'était M. Siméon qui était animé pour le Nouvelliste. Et puis, là, prenant tout le monde qui est parti, tout le monde qui est rentré, etc. Je me dis moi-même, ma partie, mais je me dis côté m'aller. Et puis, oui, et puis m'aller Boston. C'est à Boston que ma soeur était. Elle a étudié en Angleterre, ensuite à Boston. Moi-même, c'est New York. Et puis, à soir, Franck a pris le journal Nouvelliste. Et puis là, oui, arrivé départ. Et puis, ce matin ou ce midi, je pas songer, Madame Franck Etienne a pris l'avion. C'est comme ça, Fandal, tu pas gaffe de tout bail, ça, c'est sous journal de Fandal que Madame est partie. Oui. Et puis, ça qu'on a fait, il courait monter là quand maman. Pour lui dire qui côté malé. Où tu voulais le tourner? Où tu voulais le tourner, regardez. Où tu voulais le tourner? Non, j'étais sérieux moi-même. Je connais mal, je suis habitué aux États-Unis. Je connais le baptiser, le baptiser, le bébé, etc. Donc j'étais. D'autant plus que je suis resté 5 ans avant d'avoir ma fille. Problème psychologique, parce que ma maman était restée 8 ans avant de m'avoir. Donc, je ne sais pas pour une raison ou pour une autre, mettre en tête moi que même bagarre privé. J'ai vu tous les gynécologues qu'il y avait en Haïti à cette époque. Tout dit, il n'y a pas rien, il n'y a pas comprendre. Puis ça, après 5 ans, tu sais quand? Maintenant, non, je sauté trop vite. Le mal à Boston, le Franck a appelé les crier, peut-être fait un téléphone. Maman, finalement, a vendu la mèche. Elle a dit où j'étais. Il y a téléphone, téléphone. Et puis il m'a appelé. Et puis je ne suis pas content. Il sentit que m'a tourné. J'ai passé seulement 10 jours. Et je suis revenu à Le destin. Et depuis là, 55 ans plus tard, mais Marie-André, qu'est-ce que Marie-André est devenue pendant ces 55 ans? Parce que on va parler surtout de ça. Il y a la partie Madame Franck-Etienne, mais Marie-André Manuel est devenue qui et quoi? Elle a enseigné tout de suite après son retour. J'ai enseigné l'anglais parce qu'il y avait un professeur d'anglais, mais qui faisait chaud et grave. Il venait quand il voulait. Il toujours au rendez-vous, toujours qu'on va après le régler. Et puis les vieux, naturellement, ils sont pas contents. Ils sont professeurs. Et puis Franck m'a dit, tu vas enseigner l'anglais? Même bagarre avec un professeur français en 4e. J'adorais ça. Et il faut me dire, depuis le tout petit, il toujours aimé l'enseignement. Parce que maman lui-même pas très bien. Il était toujours comprendre, tellement toujours aimé à discuter. Il toujours voulu pour une raison. Ou bien, il était comme Saint Thomas, ou même c'est Saint Thomas, fort ouais, et pourquoi, etc. Il était comprendre, c'est le droit d'avoir le fait. Moi-même, depuis tout petit, c'est l'enseignement que tu as. Combien de temps, plus ou moins, que tu as enseigné? 30 ans, plus de 30 ans. Et c'était ta mission? Oui. Tu as trouvé ta joie dans ça? Dans l'enseignement? Et je n'ai pas fini parce que j'ai toujours continué à enseigner, tu sais. L'homme qui était là, l'école la fermée. C'est toute année, c'était au collège, en ville, au Bel Air. Nous réalisé en 92 qu'il n'y avait plus moyen de continuer
à enseigner là-bas parce que tu as trop de bruit. Tu as passé toute la journée à klaxonner, il a fait musique, ouvrir bien fort. Il n'y avait plus moyen parce que l'école là, était premier niveau, le rez-de-chaussée, là où se trouvaient les premières classes, sixième, etc. Tim n'a pas qu'attendre, le professeur pas qu'attendre non plus tôt. Donc Franck a décidé de fermer l'école. Moi-même, je ne voulais pas. Moi, dit, est-ce qu'on ne peut pas transférer l'école ailleurs? Par exemple, aller en plaine. Ça, c'était ce que je voulais moi-même. Aller en plaine, on aurait pu avoir une piscine, un terrain de football, etc. Quand Saint-Louis, nous avons un gros bagage. Franck dit non, moi-même, ma mission a pris fin. Je ne veux plus rester dans l'enseignement. Et tu l'as suivi de son choix? Non. Il a dit, je n'avais pas le choix, je n'ai pas suivi. Non? Et il a dit, je vais maintenant faire ce que j'aime. Je vais écrire et je vais peindre. Voilà ce que je vais faire. Mais il a commencé à faire tout ça tôt, pas tôt comme les gens pouvaient penser. Il a commencé à écrire assez tôt. Hein. Le premier roman, Mur à crever, a été publié en 1968, l'année où je partais. Je suis parti en 68. C'était Mur à crever. Désafi, roman créole, va être publié en 75, au moment où maintenant j'allais avoir ma fille. Et puis, mais il va commencer à peindre avec, tu t'imagines, avec Lionel de Renancourt, dont on parlait tout à l'heure. Lionel est venu, Lionel était peintre, le fils de Madeleine, et puis Lionel aballe les premiers rudiments de la peinture. C'est Lionel qui a commencé avec lui, et puis il a eu envie de peindre. Il a commencé à écrire d'abord, peindre, c'est venu naturellement. Et toi, la femme qui est restée de ton côté, comment tu te sentais? Tu étais fière? Comment tu voyais tout ça? Est-ce que tu voyais le futur? Tu voyais, il va devenir un grand peintre. Mais tu le supportais parce que c'était ton mari? Oui, je ne dirais pas que je voyais qu'il allait devenir un grand peintre. Tu vois, parce que d'ailleurs, la première exposition qu'il a eue, c'était au bicentenaire, à la place d'Italie, à l'ambassade d'Italie. Et puis, il a été chahuté par beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas te comprendre. Tu vois, Franck a été toujours dans l'extravagance, dans la démesure. Il ne va pas comprendre. Il y a une peinture. Il est mort maintenant, je ne citerai pas son nom. Il était là. Je me souviens, Jean-Dominique était là, tout, Gérald Merson était là. Ça s'est passé en 60 décembre, le jour de ma fête, 5 décembre 1974. Cette exposition a eu lieu au bicentenaire. Et puis ce peintre-là, il campait, il regardait les tableaux, il regardait. Et puis il dit, où qu'on ça moi là, moi-même, moi ouais, c'est quand Koufan qui tient à l'enwater, et puis il prend passer pinceau, et puis il vient faire paix. Il vient faire un tableau. J'ai entendu ça. Franck n'a pas entendu, mais moi j'ai entendu. Tu te souviens? Oui. Et mais ce peintre-là, il n'a jamais. Franck a été connu internationalement. Il n'a jamais eu ça. Jamais. Quand tu le craches sous lumière l'autre, on appelle quand même. Mots, actions, sans penser, sans dit. Et le karma. Faire le karma. Le karma existe, tu crois en ça? Oui. Ah, et puis là, le fini là. Et puis donc, Franck a eu, je dirais, c'était mitigé. Il y a des gens qui étaient d'accord, qui étaient remis. Gérald Besson était bien remis peinture. Jean-Dominique aussi. Mais, bon paquet l'autre monde, eux même non. Parmi lesquels ce peintre-là, qui est décédé quelques années plus tard. Et puis, donc, il n'a jamais voulu vendre ces tableaux. Pas qu'on est. Moi, je dis, est-ce que c'est parce que, à cause de cet accueil du public, qui n'était pas chaleureux, il sentit que le public, sauf ses amis, évidemment, les amis étaient contents, les filles, les philoptères, tout le monde ça était là. Mais le grand public, le gros public, il n'a pas très aimé, ça a été fait. Mais il a eu beaucoup de succès à l'étranger quand même. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu vois, parce que il n'a pas. Après cette exposition-là, il continue à peindre, mais il n'a jamais vendu un grand tableau. Et qui met tout en dedans. Tout en dedans. Et moi-même, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas à cause de cet accueil mitigé qu'il a eu du public, c'est pour ça peut-être qu'il n'a pas voulu vendre ces tableaux. Il va vendre tableaux. C'est après des années, de longues années qu'il a vendu, qu'il a commencé à vendre des tableaux. Mais il n'avait jamais. Et puis rempli le tableau, c'est cadeau, il fait cadeau. C'est pour ça que quand on a fait une exposition là, j'ai fait une exposition en septembre, il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens avaient ces tableaux. Ou bien avaient reçu les tableaux en cadeau, parce qu'il faut que tu fasses cadeau en pile tableau tôt, ou bien à des prix bas, des prix dérisoires. Donc ces gens-là,
ne venaient pas, n'étaient pas intéressés à acheter des tableaux. Que je connais que je vais déchet. Mais oui, parce que le peintre n'est plus là. Il n'y aura plus de Franck Etienne que les tableaux qui sont là. Donc, je ne suis pas capable de liquider. Ce serait malhonnête de ma part. Et mes enfants, qui ça me doit quitter pour eux? Je n'ai plus rien. Franck n'a jamais eu de pension. On m'a promis une pension. La pension que Franck n'a pas eue. Jusqu'à présent, rien. Non, j'espère. Tu sais que les choses ici, ça prend du temps. Ouais. L'administration, la paperasserie. Tu vois, donc j'attends. 55 ans. 55 ans. Et puis, il est mort, je dirais. Un an avant les 56 ans, oui, parce que 56 ans, c'était 31 janvier 2026. 55 ans, oui. 55 Bon, ans. riage, Oui, everything. Tu as tout vu? avec des hauts et des bas. Ah oui, absolument. Et puis ça, notre vie a été comme nous étions sur une mer démontée. Il y a toujours Abdou, qu'il y a un écrivain, j'ai oublié le parce que tellement mot a galvaudé, tellement on dit la vie est un long fleuve tranquille. C'est pas vrai. La vie n'aurait pas pu être un long fleuve tranquille. Ce serait la mort. Selon un long fleuve tranquille, ça veut dire l'aller comme ça, une mer étale. Pas du C'est tout. pas possible. Nous t'es comme ça, monter, descendre. Nous disons, faut aller 13 fois. C'est te dire, c'est tout te dire. Pas besoin de dire, il y a encore 14e fois, c'est moi qui allais. Mais ça n'a pas voulu dire que le nous retournons. D'abord, on n'avait plus de maison, le nous tournait. Parce que j'avais remis les clés. Et puis, on a remis la maison. Et puis, c'est un ami qui nous a prêté une maison qui était à Kinskov. Où tu as dit, nous bien, ça aurait été la lune de miel. Non, nous recommençons même genre. Il raconte une histoire. Il ne donne pas de blague en pile le samedi. Il raconte une histoire. Son monde qui fait le cadeau terrain côté une bâtisse côté là. Malval. Et d'ailleurs, zone ça pas amené, c'était ragé. Il dit ça pour de bali là, mais ça a pris des comme dit tellement bas. Il fait Euclide me prendre. Un tableau qui Un tableau, ok. Oui, voilà la grande maison que vous avez. Et puis quand Le hasard n'existe pas. C'est pas travail d'univers. Au monde faut cadeau bagay comme ça parce qu'on parle au tableau et puis tu vois. Parce que quand il a demandé il a voulu payer, etc., le terrain, et puis c'était les deux terrains, hein, l'un en face de l'autre. Ouais. L'autre, finalement, on avait vendu l'autre. Et puis, il a dit que ça, c'était l'anniversaire de sa femme. Sa femme voulait avoir un tableau de Franck Etienne. Et puis tu as eu le terrain. Et puis, on a eu Franck a dit, tu choisis. Il a dit à ce monsieur, tu choisis le tableau que tu veux, le tableau que tu penses que ta femme va aimer. Il a choisi un tableau. Et puis, il a donné un terrain. Il a offert le terrain. Bon, c'est comme ça. Ben, c'est ça. Tu aurais imaginé tout ça ou bien quand ces choses arrivent, tu souris de temps en temps? Est-ce que tu t'attendais ou bien tu es juste surpris à chaque fois? Oui, et puis en colère, frustré aussi. Parce que jusqu'où on est là, de temps en temps, je joue, je ne vais pas cacher Joe. Je ne sais pas mentir. Pour qui ça m'a menti. Tu vois, à chaque fois que j'ai un problème, je dis, c'est toi c'est à cause de toi que je suis là. À cause de toi, etc. Tu vois, parce qu'il y a des choses que je n'étais pas au courant de certaines choses. Et puis, une grande maison comme ça à gérer, c'est pas facile. Il ne voulait pas que tu aies pour réfléchir à rien. Il t'a géré tout le bagage lui-même. Et puis, les filles, et puis l'aller, et puis la game, là, tu boum. C'est ce qui s'est passé. Tu comprends? En train de gérer. Avec une pléthore de personnel. 5 mounes, oui. 5 mounes, et je n'ai pas osé renvoyer un seul d'entre eux. Marie-André, aujourd'hui, tu veux parler? Un an plus tard. Franck n'est plus là, mais il est toujours là. Je sais que tu le sais, tu le vois, tu le sens. Ah ben oui, je lui parle tout le temps. Son fauteuil est toujours là dans ma chambre. Le grand fauteuil là où il s'asseyait pour prier le plus souvent ou pour nous parler, faire des échanges d'idées. Et puis, de temps en temps, je me retourne, je regarde le fauteuil. Et puis, il me dit, ou même, c'est où que mettez-moi là-bas ça, oui. Si t'as pas écouté me parler, je ne vois pas, je ne peux pas partir. Mes enfants me demandent de venir les trouver. Je dis, je ne peux pas. Comment je vais faire pour laisser cette maison? Je ne peux pas partir. Non seulement il y a tout ce que tu sais, les contraintes, etc., tous les tracas pour voyager là-bas, et puis ensuite, je vais laisser cette maison. Cette maison doit devenir un musée, tu sais ça? Il avait dit ça. Il avait souhaité que la maison devienne un musée à notre mort, à sa mort et à la mienne aussi, après ma mort. C'est 3 jours avant sa mort que j'étais là samedi, il y a un tableau que j'ai choisi, le gros tableau tout près de ta chambre. Et puis il me dit, faut me prendre ça, il dit non, il faut le rester dans le musée, car il faut le musée. C'est pas le grand tableau.
Non, tableau, ça pas qu'à balancer côté. Il est énorme. Tu vois, tableau, ça m'a pas personne non plus tout. Même si on te voulait acheter le côté pour le mettre gauche ce tableau, ça, oui, oubliez gauche ce tableau. Hein. Tableau quand on te chita derrière toi, Vertière. Ce tableau a été peint pour célébrer un 18 novembre. Et il était exposé avec deux autres. C'était un triptyque à l'Institut français au bicentenaire. Et quand on a démoli le local, l'ancien local de l'Institut français, et puis le directeur qui était là lui a dit de venir reprendre les 3 tableaux parce que le local qu'ils allaient avoir au Bois-Vernat ne serait pas, ils n'auraient pas pu prendre ces 3 tableaux-là, il n'y aurait pas suffisamment de place pour exposer 3 grands tableaux. Donc il y a un seul que tu vois qui est là, au Vivoire, les 2 autres sont dans le dépôt. Un peu légèrement plus petit que celui-là. C'est celui qui est en haut qui est le plus grand. Mais côté où pas le mettre, côté où pas le mettre tableau ça, c'est le musée seulement que tu as mis. Tu vois, donc il a toujours dit qu'il aimerait que cette maison devienne un musée à notre mort. Moi, aucun problème. Parce que, est-ce que les enfants vont revenir vivre en Haïti un jour? Je ne sais pas. Ma fille aurait voulu venir, mais elle a les mains liées maintenant avec son fils, tu vois. Elle ne peut pas. Donc, mais elle-même, elle voulait revenir. Mon fils, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, je ne sais pas ce qu'il va devenir de cette maison. Si la maison devient un musée, qui est-ce qui va gérer ce musée aussi? Qui est-ce? Déjà, moi, je dis que c'est un musée. La chambre de Franck, où il y a des pensées spirituelles, c'est le sanctuaire. Tu sais que l'autre jour, je préparais une conférence, causerie, pour les jeunes mégistes de Saint-Louis-de-Gonzague. Et puis, ils m'avaient demandé, c'est eux qui avaient choisi le thème. C'était la miséricorde spirituelle. Il me dit, la miséricorde spirituelle, je vais dans la chambre de Franck. Je vais voir. Je vais commencer par leur parler de la foi aussi. J'ai été dans la chambre. J'ai trouvé plein de pensées. J'en ai pris 3 seulement. Et puis Franck avait ce qu'il a appelé ultime révélation. C'est le dernier texte qu'il a écrit. Le dernier bouquin, c'est Corps de miséricorde. Mais le dernier texte qu'il a pu écrire de ses droits et que j'ai tapé, c'était ultime révélation. Donc, j'ai fait des extraits parce qu'il n'était pas question, la conférence n'était quand même pas sur Franck. Et puis, j'ai fait des extraits de ultime révélation que j'ai lu pour les jeunes. Ensuite, j'ai regardé quelques pensées sur la foi. Il y avait le frère Charles, qui est à Saint-Louis. Il était là. C'est lui qui est le directeur des jeunes, les mégistes. Ça veut dire, c'est les mégistes, le MEJ. C'est le mouvement eucharistique des jeunes, qu'on appelle le MEJ. C'est lui qui est le directeur. Et puis, il a assisté à toute la conférence. Puis, je le voyais qui prenait des notes. La note. Il me dit, ça fait Charles pas le faire note, ça. Et puis, à la fin, j'avais 3 pages. Évidemment, la conférence a duré plus que ça, parce que de temps en temps, on s'arrêtait, les jeunes posaient des questions. Et puis, à la fin, j'ai dit, je donne à quelqu'un ces 3 pages-là, et cette personne pourra faire des copies pour les autres, éventuellement. Et puis, frère Charles qui s'amène, et puis c'est lui qui prend les 3 pages. Je me dis, bon, ok. Et puis, on a bavardé un petit peu, et puis je lui demande, et la bibliothèque, parce qu'il était en bas, à Saint-Louis, en ville. Et puis il me dit, on a pu heureusement sauvegarder cette bibliothèque. Elle est là, à Saint-Louis, à Delma 31. On a pu prendre tous les livres. On a laissé le mobilier, probablement qui a été pris par les gens que tu sais. Et puis il m'a dit, maintenant, je ne sais pas pour les vitraux, parce qu'il y avait de beaux vitraux en bas aussi. On n'est jamais descendu. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et puis, alors, je parlais de cette conférence sur la miséricorde spirituelle. Et puis, c'est après, une semaine après, je retourne dans la chambre
j'ouvre la porte. De temps en temps, je vais faire un nettoyage parce que l'urne est toujours dans sa chambre. J'ai conservé l'urne dans la chambre. Je me dis, papa, mettre l'urne, j'étais sans mais bois neuf. Maintenant, je ne peux plus aller à bois neuf. Les gens ont fait, tu sais qu'il y avait il y a un petit musée Franck Etienne à Bois-Neuf. C'est parce que ça, le village avait été refait complètement par Food for the Poor. Et il restait seulement la seule maison debout. C'était cette maisonnette-là qui surplombait la mer. Et c'était la maison de la grand-mère de Franck et la maison de sa mère. Et c'est là qu'il est né. Moi, je dis qu'il est toujours né les pieds dans l'eau. Parce que quand on regarde la maison, on voit la mer en contrebas. Et puis, quand Michael m'a appelé pour me dire, Marie-André, qu'est-ce qu'on fait de cette maison? Il me dit, s'il te plaît, n'y touche pas. Dis-leur de ne pas toucher à cette maison. Qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que tout le village-là est écrasé, refait complètement. Et puis j'ai dit, tu sais, on va faire un musée. On va faire un petit musée. Michael a dit, je suis d'accord. Il me dit, je vais t'apporter tout. J'ai appris me chercher anciens montres, anciens sandales, anciens ceci. J'ai tout apporté. Et puis, et des ouvrages aussi, et des photos de la famille, de tous ses parents, etc. Mais Michael a apporté, alors je parle de Saint-Natus, elle a apporté une vitrine, on a pu exposer des choses, etc. Donc c'est le musée à Ravine-Sèche, le village natal de Franck, et la maison où il est né. Et de temps en temps, il y a des jeunes qui viennent de Saint-Marc, de Montrouy, qui venaient visiter ce musée. Et puis, à chaque fois, les gens de la zone envoyaient des photos. Et je voyais les jeunes qui étaient contents. Donc, j'avais préparé aussi comme une sorte de curriculum vitae pour expliquer, voici le parcours de Franck, voici ce qu'il a fait, etc. Donc, j'avais fait dans les deux langues, en créole et en français. Donc, les gens qui venaient maintenant voyaient, pouvaient lire, voir le parcours de Franck, leur petit musée, ça, c'est quoi? Ça représente quoi? Donc, et puis on leur donnait à lire ce que j'avais préparé. Et pour toi, qui est Franck Etienne? Qui est Franck Etienne? Moi, j'ai dit, quand il est parti, qu'il était mes béquilles. Parce que je me sentais tellement seule, tellement je ne savais quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est lui qui gérait tout. Il y a des choses que même le chauffeur était au courant, moi pas. Il pas te mettre au courant, par contre, pour me préserver de quoi, je ne sais pas. Donc le Sakounia, ça aurait en créole, m'a dit, m'gaye, parce que me dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mes enfants ne sont pas là. Je suis toute seule. Je n'ai personne. Et puis c'est le ça. Bah, elle a monté moi. Et puis me dit, où mais moi, il fait ça. Mais tu as toujours géré tout le bagage. Ah oui. Il n'y a besoin de worry rien. Non. Maintenant, pour le public, qui est Franck Etienne? Alors, les Haïtiens adorent Franck Etienne. Le public l'adore. Comme le public haïtien et le public étranger. Internationalement, tu as vu comment il est connu. Finalement, il partait, comme il a dit une fois, il partait avec les tableaux dans sa valise et il ne les retournait plus avec les tableaux parce qu'il les vendait là-bas. Et il se plaignait toujours du pays loc. Pays loc, la cloué mon côté m'bakapati. Je ne peux pas vendre les tableaux. Et puis, ensuite, il y a eu la maladie, le Covid, en 2021. Ça, moi, je pensais qu'il allait s'en aller. Après, ça n'a pas été facile, hein. 4 ans. 4 ans. Il a souffert pendant 4 ans. Et la dernière année, ça a été dur pour lui. Au début, j'ai l'impression, et moi aussi, je croyais qu'il allait se remettre. Parce que avant il ne marchait pas. J'ai emmené un prêtre le 12 décembre, le jour de Notre-Dame de Guadalupe. J'ai amené le prêtre. Et on a bavardé, le prêtre là a parlé avec lui, il lui a apporté la communion, etc. Et on pensait qu'il allait s'en aller. Mais non. J'avais une chaise, la marchette, walker. Et puis, il m'a fait ça, il m'a marché pour contre moi. Il me dit, mais tu vas marcher, je ne sais pas. Fais attention à ne pas tomber seulement, mais tu vas marcher. Ou pas coucher toute la journée. Non. Et puis, il y avait un matelas anti-escar. Tu sais ce qu'il s'est amusé à faire? Il y avait une petite épingle. Il piquait votre là.
côté la piqué là. Parce que le pas de là. Il me dit, ou besoin faire escale en dos. Ou besoin, ou pas qu'on ouais moun qui fait bagay ça, des plaies que moun nan gagné, cap souffrir. C'est ce que tu veux? Et mais fous-moi la paix. Et puis me retire les épingles. Me dit, m'a voyé les épingles. Je t'aime pas contre qui moun qui baoul. Et puis, donc, c'est à ce moment-là qu'il est devenu christique. Parce qu'il a toujours dit, et puis les prêtres, j'avais beaucoup de prêtres amis qui venaient à la maison, et puis évidemment me présenter au Franck, j'étais en admiration devant Franck. Le dernier qui est venu, qui allait partir, Franck est mort après, il était aumônier à Saint-Paul. Il est venu généralement, il allait partir pour le Canada. Quand il part, il me dit, il a dit à Franck, j'étais là, quand je pars, c'est toujours moi qui te bénis. Le prêtre qui lui dit ça, je l'appelle Tipolo. Et puis il dit, cette fois-ci, c'est toi qui vas me bénir, Franck. Il s'est mis à genoux au pied de Franck. Et puis, par contre, tant de ça, Franck Diane, mais il mettait mes sous tête, il parlait, il bénit. Et puis Tipolo allait, Tipolo l'aimait beaucoup aussi. Et puis Tipolo, oh, quand je l'ai appelé pour lui dire que Franck était parti, waouh, il a éclaté en sanglots. Il criait en pile. Il a dit, je regrette d'avoir connu Franck trop tard. Au monde qu'on s'abdélouait, qu'on est depuis longtemps. Il disait, ben, chaque chose en son temps. C'était le ça pour te rencontrer. Donc j'ai amené, par exemple, avec Père Bastien, qui est le premier directeur haïtien du journal Bonne Nouvelle. Après 50 ans, Franck a commencé à collaborer avec le dernier étranger qui était le Père Jean-Pierre. Et puis, Père Jean-Pierre, après ça, nous passons Père Bastien. Et puis, moi-même, je rentré dans le bagage là tout. Quand Franck ne pouvait pas, c'est moi qui prenais la relève. Et puis un jour, le Père Jean-Pierre, le dernier étranger, il m'appelle, il me dit, tout père, il est madré. Tu sais pourquoi il m'appelle madré? Pourquoi je me appelle madré? Parce que Franck ne disait jamais Marie-André. Il va jamais dire correctement comme ça. C'est madré. Madré, voilà. Mandré. Donc les gens entendaient madré. Et puis tout le monde appelait madré. Un jour, je me demandais, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Il dit, tu ne t'appelles pas madré? Moi, je dis non. Et puis, je m'aperçois que c'est Franck qui déforme le nom, le bagage l'a expédié. Et puis, il a fini, il dit, madré. Et puis, mon comprend c'est madré, attendez. Et puis, il y a un qui était venu, le président qui était là, lors du tremblement de terre. C'est 1 an et février, mars, avril. 1 an et 3 mois après que je vais apprendre qui il était. C'était le président de la conférence épiscopale de Porto Rico qui était là pour une interview le jour du tremblement de terre, le 12 janvier. Finalement, il a passé la nuit avec nous. Il me connaît, c'était un journaliste parce qu'il y avait un congrès des évêques à l'Île-à-Voix. Donc, il a commencé à m'écrire depuis le mois d'octobre pour dire qu'il voulait faire une interview avec Franck Etienne. Mais la date de son arrivée n'était jamais fixée. Il ne savait pas quand. On va le lever, va le dire. Finalement, il me dit, j'arrive le 12 janvier. Et puis, le 12 janvier, c'est un guide haïtien qu'il a pris à l'Île-à-Voix, chez les évêques, et qui l'a conduit à la maison. Il me dit, je serai chez toi à 4 heures. Maintenant, ce type-là qui va le conduire à la maison habitait à Paco. Il ne connaissait pas bien la zone. Quand il est parti du côté de l'aéroport, il y a eu un détour. Il ne pouvait pas le faire, il ne connaissait pas. Il a dû sortir sur l'autoroute de Delma pour rentrer par 31. Donc comme ça, il est arrivé à la maison à 5h moins 20. Et puis le type est venu, j'étais dans la bibliothèque, j'ai éteint l'ordinateur pour aller l'accueillir quand j'ai entendu la voiture rentrer. Et puis à ce moment-là, et il est rentré dans la bibliothèque. Il a regardé. Tu sais, la bibliothèque que tu connais, c'était pas celle-là qu'on avait. Complètement démolie. Ça était là avant. Et puis il m'a dit, what a beautiful studio. Can I take pictures? Il m'a dit, of course. Et puis il a commencé à faire des photos de la bibliothèque. Et puis Franck Campion, il dit, Marie, il fait monter, oui, c'est janvier, oui. Il fait sombre tôt. Il va venir faire des photos des grands tableaux qui sont là-haut. Et puis vraiment, allez, il me dit, monsieur, allez, moi-même, je vais à la salle à manger. Et puis pour préparer un jus, quelque chose comme ça. Et puis j'ai commencé à sentir les premières secousses. J'ai pas compris ce que c'était. J'ai mis mes 2 mains à plat sur le buffet. Il y avait une étagère qui avait les verres assiettes. Et puis tout a crasé sous tête. Tout a tombé sous tête.
j'ai eu une arthrose cervicale. Pour commencer, j'ai passé 2 ans à faire des tractions. En plus de la colonne vertébrale, finalement, que me prend, parce que mon dos allait, tu vois, la table était derrière moi. Donc, finalement, j'ai traîné pendant de 2010 à 2019 avec douleur ça. Et puis, je marchais comme ça. J'étais penché en avant parce que je ne pouvais plus me tenir comme ça. Finalement, le jour où je me levais, je ne pouvais plus marcher. Je m'a rempli comme un bébé. J'ai compris que l'heure était venue pour l'opération. Puis j'ai tout le monde dit, il y a mon l'autre bois. André, il y a une amie, elle est morte pour diable, il y a 2 ans. Ou pas le faire docteur, faut Coco bien en Haïti. Il me dit, s'il te plaît, je n'ai pas besoin d'entendre des pensées négatives. Aucun regret? Prie pour moi. C'était ta mission? Aucun regret, C'était ma Marie-André? mission. Pas vraiment. Non. Malgré tout les déboires, tout le bagage ça yo, et puis, bon, Franck, il avait changé aussi, je dois te dire. L'entrée dans le christique là, parce qu'il te dit que le Christ était devenu son ami, son frère. Cet homme-là qu'il adorait, il te dit c'est quelqu'un qui est venu, qui a pris notre humanité. Et puis il dit, mais pourquoi toi tu ne veux pas être Dieu avec moi? Et puis il dit, c'est pas. Il me sentit que c'est frère mieux. Il me sentit que moi-même, je christique. Donc il y a des gens. Il dit non, je ne me dis pas religieux. Marie-André, c'est religieuse. Il dit même, il a religion toujours. Il dit toujours, je prépare les prières chaque semaine pour l'église, les prières universelles. Il dit, ça c'est le travail de Marie-André. Moi-même, je suis avec mon Christ. Je suis christique. Tu vois, il a peint beaucoup de Christ dans sa chambre, qui sont exposés dans sa chambre. Il y a des petits tableaux comme ça, et puis il y a un dernier qui était en face de lui. Quand il se couchait le soir, avant de dormir, il regardait ce tableau-là. Le Christ, c'est sur un bois. Et puis le Christ, les bras étendus. Et puis il a regardé Christ là. En mars 2026, aujourd'hui, 1 an plus tard après la mort de Franck, qu'est-ce que tu aurais souhaité pour que la mémoire de Franck reste et demeure? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Tu peux tout dire, Marie-André, c'est le moment que les gens écoutent et voient et ils ont besoin d'entendre. Qu'est-ce qui est dû à Franck Etienne? Eh bien, bon, il a commencé à recevoir tellement d'hommages, et non seulement des hommages ici et de là-bas aussi. J'ai reçu, par exemple, l'année dernière, après la grande manifestation à Paris de l'UNESCO, il y a eu le Sénat français. Et le président, je suivais tout à Zoom, via Zoom, et je regardais, j'écoutais et j'entendais le président du Parlement français, M. Gérard Larcher, qui citait une phrase de Franck. Il me dit, je ne sais pas s'il a lu beaucoup d'ouvrages de Franck, mais au moins il en a lu un, parce qu'il a pu citer cette phrase. Sur le rêve. Tu as entendu cette phrase? Tu m'as parlé de ça, ou t'es pour Edimni. Tu dit Mugline, mais ça passait dans le Parlement français, oui, etc. Exactement. Il a parlé du rêve. Il a dit, le rêve, c'est l'un des chemins qui conduisent à la liberté. Il ne faut jamais être en panne de rêve. Jamais. Et le président du Sénat français a repris cette phrase. Il a fait un rapprochement avec la France pour dire que nous avions nous aussi rêver de liberté. Notre rêve, c'était la liberté. Et puis, c'est ça qu'il a fait pour expliquer. Il a remis un diplôme et une médaille que j'ai reçue par l'intermédiaire du ministre de la Tour, le ministre de la Culture, qui était à Paris ce jour-là. Et puis, donc, il a reçu aussi d'un des sénateur ou républicain, sénateur, c'est américain de la Floride, qui a donné aussi un diplôme à Franck. Tu penses qu'il a été reconnu plus après sa mort que pendant qu'il était là? Je ne dirais pas ça. Pour moi, c'est les deux. C'est 50-50, je dirais. Tu vois, parce que ici aussi, il a les élèves, les étudiants, avec les émissions qu'il faisait ici, à la télévision. Ces émissions-là, non seulement passaient à l'étranger, ici aussi, donc tout le monde les voyait. À Métropole, il y avait des views, donc tu vois, il était reconnu internationalement. Il a reçu, il a été invité en plusieurs fois en Europe, en Asie,
en Afrique aussi. On a été en Afrique, dans 2 pays de l'Afrique, le Gabon et le Cameroun. On a été au Japon, on a passé 1 mois au Japon, et où il avait été invité par un des professeurs de français au Japon, à Tokyo. Et puis, donc, il était invité un peu partout. Donc, mais jusqu'à présent, ça continue, les hommages continuent. Maintenant, il n'est plus là, on ne peut plus l'inviter, mais je me contente de faire ma provision moi-même, parce que j'ai travaillé à tout ça. Il l'a reconnu aussi, tu vois. Heureusement, il a dit, si Marin n'est pas là, je ne vais pas faire tout ça. Parce que tellement, Wendell, on le dit, Marin de grec, qu'on mon rigoise. Donc, je ne sais pas, je sens que j'ai contribué. Et à la vérité, je dirais que je me suis, à la limite, parce que quand j'ai accordé une interview à Ibo Post, et j'ai parlé de ça, et il y avait beaucoup de mes élèves qui ont vu cette émission après. Moi, je ne savais pas que je pouvais aller sur YouTube pour voir. L'émission a duré 2 heures, parce qu'on avait filmé les tableaux aussi. Et puis, j'ai eu des retours positifs de la part de tous les élèves qui ont regardé. Il y a une seule dame qui a dit, moi, Madame Etienne, oui, tu es une grande dame, d'accord, mais tu t'es sacrifié toi-même. Tu as laissé, tu as tué tout ce que tu avais à dire, tout ce que tu avais à faire, tes velléités artistiques, tu savais peindre, tu as laissé tomber, tu écrivais, tu as même publié un roman, et puis tu t'es arrêté là. Tu faisais tout pour Franck. Oui, c'est vrai. Et puis elle a dit, moi, c'est ce que je te reproche, je n'aurais pas fait ça. Je ne me serais pas sacrifié pour un homme. Mais tu ne regrettes rien. Je ne regrette pas, non. On ne me l'avait pas imposé, tu vois. C'est moi, ça a été un choix. Ça a été mon choix. Tu ne regrettes rien. Je ne regrette pas, non. Ton message aujourd'hui, pour Marie-André Etienne, qui a su être l'épaule de Franck. Non seulement l'épaule, hein. Vous savez qui? Savez qui, hein? Parce qu'il paraît, d'après ce que j'ai compris, moi-même je pensais que c'était lui qui était même béquille. Et beaucoup de personnes disent, c'est toi qui as été un béquille de Franck. Parce que si tu n'étais pas là, Franck n'aurait pas donné tout ce qu'il a donné. Il n'aurait pas produit autant de tableaux, il n'aurait pas produit autant d'œuvres littéraires. Pourquoi samedi, avant Franck aller, moi là, comment fait Franck dire comme ça? Hugueline, pas oublier, non, porter comme ça, Marie-André, aussi je me dis ça? Mais si Franck m'a venu samedi prochain, qui va comment parler là, il dit non, porter comme ça pour me il était connu aussi. Et puis Franck est mort mardi. Jeudi, il est mort jeudi. Et puis moi, l'homme dit Marie-André, on était même pas, me dit, bon, comme pour me oui. Il savait. Il dit, Hugueline, moi, je suis porter comme ça, Marie-André, pour moi, il dit, oh! En 4 mois, il avait dit, je crois. Chaque mois, on va ça. Oui. Chaque mois, on va tel, tant. Il te connaît. Il savait qu'il allait partir. Et le jour où il est parti, ce jour-là, ce jeudi après-midi, à 3, tu sais qu'on était en train de blaguer. À 1 heure, on déjeunait. Ou t'as bon blague là, dit comme ça, ou pas un bel garçon, t'es qu'elle est tombée pour moi. Vous songez ça? Et puis il t'a le mourir à 5h20, oui. À 1 heure, là, il blague n'a pris, oui. Et puis il est monté, il a été se reposer un moment parce que à 3h, on allait dire le chapelet de la Divine Miséricorde. Et puis moi, j'ai laissé la porte ouverte pour qu'il puisse rentrer. Et puis à 3h moins 10, il est venu et puis il se cognait contre la porte. Je me sentis la frapper, puis me virer, me regarder, me dire pourquoi tu ne m'avais pas appelé au téléphone. Mais j'ai compris à ce moment-là que les doigts étaient raides. Il ne pouvait plus appeler, il ne pas être capable de composer un numéro encore. Et puis il est rentré, il s'est affalé dans son fauteuil. Et puis, Marie-André, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien. Et puis je l'ai touché, il était glacé, comme un monde qui saute en freezer. Et puis j'ai eu peur, j'ai pris sa tension qui était déjà à 12 par 0. J'ai appelé Michel tout de suite. Dit Michel, voici, est-ce que je peux lui donner du café, un café sucré? Il m'a dit, oui, tu peux faire ça. Vite, allez faire. Bon, il a bu une gorgée, il a remis la tasse. Mais, entre-temps, 3h, il n'était plus question, il ne pouvait pas regarder. On n'a pas pu prier la Divine Miséricorde ce jour-là. Et puis maintenant, j'ai compris, bien plus tard, qu'il était venu me dire adieu. Tu as compris ça?
Je n'ai pas compris ça sur le champ. Je n'ai pas compris. Parce qu'il est resté, il n'a rien dit. La première phrase, c'était « Je ne me sens pas bien ». Et puis, là, il colle dans le fauteuil. C'est le ça moyen. Et puis, j'ai pris l'attention. Puis, j'ai appelé le médecin, etc. Et puis, après, il a dit « Et je vais retourner dans ma chambre ». Tu sais, parce qu'il a toujours dit « Je ne mourrai jamais à l'hôpital ». Moi, dit c'est littérité parce que j'ai appelé l'ambulance. Comme Michel Théa m'a dit « L'hôpital le plus proche, c'est la paix ». Appelle l'ambulance. Non, je ne mourrai jamais dans un hôpital. Je mourrai chez moi, dans mon lit, par un bel après-midi d'été. Mon cœur s'arrêtera de battre et je m'en irai. Il est mort comme ça. Quand finalement, j'ai pu trouver un médecin, celui qui l'avait soigné quand il avait le Covid, il était à Delma 19. Il m'a dit, je viens tout de suite. Il est venu. Vraiment. Il m'a dit, tu as appelé? J'ai dit, oui, j'ai appelé le 116, le Cannes, Centre ambulancier national. Peut déposer, madame, est-ce qu'il a eu la fièvre? Est-ce qu'il il a vomi? Est-ce qu'il a ceci? Il me dit, foutez-moi la paix. Je vous appelle pour une urgence et vous me posez des questions stupides que vous auriez pu poser après et auxquelles j'aurais pu répondre après. Maintenant, c'est l'ambulance qu'il faut. Et puis, il me fait mes téléphones. Le docteur a dit, après un petit moment, il a commencé à essayer de lui donner un sérum. Il est venu avec le sérum. Il n'a pas pu. Les veines étaient trop flasques. Tu vois, à chaque fois qu'il piquait quelque part, et puis le sang ressortait. Et puis finalement, il dit appelle encore l'ambulance, parce qu'il lui faut du sérum. Par contre, ça ne va pas le faire. Et puis, j'appelle à nouveau. Maintenant, la même personne me répond, j'ai reconnu la voix de la dame. Madame, nous n'avons pas d'ambulance disponible. Il dit, mais il fallait me le dire avant. Et ça fait du temps. Est-ce que tu as senti la présence de Franck depuis après son départ physique? Non. Peut-être que c'est parce que je me parlais trop, je me jouais trop. C'est le garçon, un des garçons de chez moi. L'autre jour, madame, je rêvais, mettre Franck, je me dis, ça, rêver. Je rêvais que il vient me dire que soulier pas bon, soulier me déchiré, soulier me crasé. Et puis il dit, combien il vend soulier? Je dis $200. Et puis il fait un cadeau. Il dit, c'est ça, rêver, je n'ai pas $200 pour me battre, papa, je soulier ça, s'il crasé. Mais, tu vois, je pense souvent à lui. Tu vois, j'ai passé un mois à ne pas pouvoir réciter ce chapelet le chapelet des 1000 merci Jésus. Parce que régulièrement, tous les matins, on disait ce chapelet. Quand est-ce qu'on a commencé à réciter ce chapelet? Après la tragédie qui a frappé la famille. La tragédie, l'accident aux petits-enfants. Et puis j'ai une amie qui est à Orlando, qui a appris, et puis elle m'appelle tout de suite. Elle me dit, tu connais la prière, les 1000 merci Jésus? Je dis non, je connais les 1000 Ave. Il dit, ne sais pas ça. Va sur YouTube, mais 1000 merci Jésus, tu verras. Dernier mot, Marie-André. J'ai mis ça. Dernier mot, je dirais que Franck, il est dans la lumière. Il nous a laissés dans le chaos. Il a été un écrivain du chaos, un peintre du chaos. Parce qu'il avait compris que la situation dans laquelle nous vivions, c'était une situation chaotique. Il l'a écrit, il l'a peint, et puis maintenant, il est dans la lumière. Donc quand je lui parle, à part de mes petits reproches à son endroit, pour être parti parce que je savais lui demander de mettre le cache-nez quand il sortait, il va écouter, il me courir d'elle, mets le cache-nez s'il te plaît. Quand il voulait faire des photos avec les gens dans les rues, il retirait. Donc, tout homme dit, si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas attrapé ce Covid. Et bien après, je dis, maintenant tu es dans la lumière. Et je sais que tu es christique. Là où tu es, tu pries encore ton Christ. Et envoie-nous la lumière. Demande-lui de nous envoyer la lumière. C'est tout ce que je peux dire. Et je sais qu'il m'écoute. Je sais. Peut-être que sous suspens jouer, là, on a senti la présence, parce que jouer le trop. C'était Euclide Jérôme avec Marie-André. Je trouve ça très différent parce que le hasard n'existe pas. Et puis, ce n'est pas un nombre d'années, nombre de jours, nombre d'heures. C'est le nombre de temps que l'univers te fait passer autour de Franck. Mais même moi, je fais partie de PAMNAM. Tu es rassuré que tu as fait une entrevue avec Lionel, avec Adi. Tu es supposé que Michel Soukal n'est pas fait. Et aussi, j'ai une dernière entrevue, tu es supposé avoir. Tu es d'accord? La dernière interview.
La dernière entrevue devait être Marie-André et Franck. Mais aujourd'hui, Franck, moi, fait entrevue avec Marie-André, bien que Marie n'est pas au monde qui public, qui parle, mais parler. Il dit oui, il vient du peuple caribé. Et c'est pas encore fini, Franck. On aura une belle conversation avec tes collègues, tes amis, bientôt, le mois prochain pour ton anniversaire. C'est juste une introduction. Merci que nous, chita, attendez, partager. Comment que aux femmes, bah, toutes les mêmes, pour un monde que le croit en lui. Ça aussi fait partie de droit de la femme. Merci. Oui, dem chanter, chanter ça. Oui, dem chanter, chanter ça.